Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler renforcement de contrôle des EHPAD et des associations. On parlera également des experts comptables et de l'avenir de leur métier. Et enfin, des femmes entrepreneurs. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Chevalier, associé chez Talents Audit, pour parler du renforcement des contrôles des associations et des EHPAD. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les conséquences liées à l'affaire Corian sur le contrôle des EHPAD? Alors, si on parle de contrôle, je ne peux parler que du contrôle fait par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission. Donc, je ne pense pas que les contrôles vont obligatoirement changer du côté des commissaires aux comptes, bien que cet événement nous sensibilise un peu plus aux problématiques rencontrées dans les EHPAD. Euh, la particularité que nous avons en tant que commissaire aux comptes, dans le cadre de notre mission, c'est de nous assurer de la continuité d'exploitation des associations et à ce titre, qu'elles vont bien percevoir les fonds publics qu'elles reçoivent de leurs financeurs. Dans ce cadre-là, elles signent une convention, c'est-à-dire on leur donne de l'argent public. Elles doivent l'utiliser en fonction de la notification qui leur est donnée. Donc nous, on vérifie l'utilisation de ces fonds dans le cadre de nos contrôles. Là, le problème rencontré, c'est effectivement que ces fonds ont été utilisés certainement d'une manière différente. Mais dans le cadre de nos contrôles et dans le cadre de nos normes, il n'y aura pas de modification à notre approche d'audit dans les maisons de retraite. Alors, évoquons le renforcement des contrôles des associations. Qu'est-ce que le contrôle d'engagement républicain et le contrôle de l'intérêt public local? Alors, l'État a été sensibilisé à plusieurs événements, notamment liés au terrorisme, et il veut s'assurer que les associations ont une éthique qui corresponde à celle prônée par la République. Donc, à partir de maintenant, chacune de ces obligations, de ces associations, a l'obligation de s'engager. Ce pacte républicain, c'est un engagement que les associations respectent les règles républicaines, notamment la laïcité, l'égalité, la fraternité, la solidarité. Et donc ça, elle le matérialise dans un pacte. Et c'est contraignant ce pacte? Non, c'est simple, ce n'est pas, c'est pas C'est contraignant. déclaratif. Non seulement c'est déclaratif, mais par contre ensuite l'ensemble des collectivités doivent s'assurer que les associations respectent ce pacte républicain. Il faut le signer, mais également le respecter. Alors, évoquons les dons aux associations. Quelles Oui. sont les nouveautés en termes d'obligation de déclaration? Maintenant, les associations ont l'obligation de donner une information aux services fiscaux de l'ensemble des dons perçus, les montants, le nombre, et pour un certain nombre d'associations, de donner qui reçoivent des dons de l'étranger. Ils ont l'obligation d'inscrire dans l'annexe des comptes et, le montant des dons, l'origine de ces dons. Et quelle est Donc, la sanction s'ils ne font pas ces déclarations? alors la déclaration au niveau fiscal, elle était de 150 euros et elle passe à 1500 euros en cas d'un oubli répété. Alors, pourquoi ces obligations? Dans quel but? Eh ben, l'État a la volonté de s'assurer. Les dons, vous savez, en France, ça représente un montant très important. On a 8 milliards et demi de dons en France à peu près annuels, dont 60% sont donnés par les particuliers, le reste par les entreprises. Donc c'est un montant considérable. Il faut absolument s'assurer que ces dons soient versés
dans l'objet des associations et que ces objets correspondent, enfin sont républicains, correspondent à une situation normale et n'est pas là pour financer des activités qui ne sont pas acceptables dans notre République. Pour terminer brièvement, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à donner aux associations ? Alors, j'ai beaucoup de bonnes pratiques à donner aux associations. Notamment pour nous, c'est le contrôle interne en tant que commissaire aux comptes, c'est effectivement s'assurer que toutes les opérations sont validées, notamment par un comité d'éthique. Ça se fait souvent dans un certain nombre d'associations ou d'entreprises, qu'il y ait plusieurs personnes qui partagent la décision pour certaines actions, voilà, et la transparence, tout ça, ça me paraît permettre d'assurer une pérennité aux associations. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. On va parler des experts comptables et de l'avenir de leur métier. C'est une étude conduite par Dext et on en parle tout de suite avec mon invité, Marie Azam, responsable de l'accompagnement à la transformation digitale des cabinets chez Dext. Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir souhaité de mener une étude sur l'avenir du métier des experts comptables ? Alors chez Dext, on accompagne les cabinets vers leur avenir. Aujourd'hui, c'est plus un secret que la profession elle est en pleine mutation. La facture électronique en 2024, elle vient vraiment accélérer cette transition. Et donc on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des cabinets. D'ailleurs, on comprend très bien dans nos échanges avec les cabinets qu'ils comprennent pourquoi ils doivent se digitaliser. Ils vont la plupart du temps nous répondre « J'aimerais gagner du temps pour le réinvestir dans des missions à plus forte valeur ajoutée ». C'est d'ailleurs un discours que vous avez déjà dû entendre. Oui, tout à fait. Sur ce plateau, je reçois quantité d'invités qui m'expliquent justement ce mouvement de transition digitale. Donc, c'est presque un peu trop automatisé, un peu trop automatique. Et donc nous, lorsqu'on les accompagne et qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ne comprennent ni par où commencer, ni comment y arriver. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'étude qu'on a menée en partenariat avec Opinionway et la profession comptable, c'est de donner finalement un peu de concret à ces cabinets pour qu'ils puissent donner une vision à leurs collaborateurs, à leurs clients, afin qu'ils puissent se projeter dans le cabinet de demain. Alors, quels sont les enseignements de cette étude ? Alors, sur les 502 cabinets qu'on a interrogés, on se rend compte comme premier constat qu'il y a une vraie vague d'optimisme et qu'aujourd'hui, ils sont pleinement conscients de ce qui se passe. 96% des répondants nous ont dit qu'effectivement, ça serait une priorité sur les 5 prochaines années, la transition digitale de leur cabinet. Le deuxième constat, c'est que la transition est en cours. Il y a 74% des répondants qui nous disent qu'ils sont déjà en train de mettre en place de nouvelles missions. Par contre, la réalité, elle est un peu différente. Parce que nous, on se rend compte qu'en fonction de la taille du cabinet, forcément, le projet sera plus long. Donc, un plus petit cabinet, ça sera beaucoup plus facile pour lui de bâtir son offre 100% du digital qu'un gros cabinet qui, lui, a besoin de changer les habitudes de ses collaborateurs, de ses clients. Et aussi, la nuance qu'il faut apporter, c'est les clients. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les clients des cabinets n'ont pas nécessairement accès aux services de demain. Donc, il y a encore du travail à faire. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de regarder aussi les freins, qui sont le troisième constat qu'on fait dans cette étude. Quels sont-ils ? Donc, on a le temps, bien sûr, on le sait, hein, les cabinets, nos cabinets, ils courent après ce temps-là. Et d'ailleurs, 51% d'entre eux nous disent qu'il manque crucialement de temps pour développer de nouvelles missions. Et le deuxième constat qu'on fait, qui est aussi un frein, ça va être les clients. Donc les clients, ils sont, d'après nos experts comptables, pas forcément demandeurs de nouvelles missions. Or, c'est assez paradoxal parce que figurez-vous, lorsque je discute avec les cabinets et leurs clients, principalement, 8 fois sur 10, ils nous disent qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que leur cabinet se modernise. Donc, il y a un vrai écart de perception entre l'expert client, le collaborateur et le client, et donc qui sont les 3 acteurs de cette transition digitale. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider à tout le monde à collaborer autour de ce projet. Alors, la deuxième partie de l'étude est un guide sur la transformation de l'offre. Pourquoi ? Alors, on le sait, aujourd'hui, 44% du chiffre d'affaires d'un cabinet repose sur la tenue. Cette part du chiffre d'affaires, elle va être amenée à diminuer.
Donc aujourd'hui, il faut que le dirigeant y réfléchisse à comment transformer son offre. Les experts comptables, lorsqu'on discute avec eux, ils ont du mal à transmettre une vision en interne aux collaborateurs, ils ont du mal à transmettre une vision en externe auprès des clients. Or, on le sait, sans vision, ça va vraiment être difficile de se projeter. C'est comme si on demande à un athlète de haut niveau de se préparer pour les Jeux Olympiques, il a la meilleure course, les meilleurs entraîneurs, les meilleures chaussures, puis tout d'un coup, on lui enlève les Jeux Olympiques. Donc, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'objectif moyen terme. Comment continuer à lui donner le goût de l'effort ? Et donc, c'est un peu ça, le rôle de cette deuxième partie dans notre étude, c'est de aider, grâce à un mode d'emploi, les cabinets à donner cette vision. Et aussi, de leur expliquer comment donner un peu de concret dès aujourd'hui à leurs collaborateurs, à leurs clients. Donc pour ça, on a créé 12 fiches missions qui recensent en fait les témoignages de cabinets qui ont été vraiment précurseurs dans cette transition digitale, qui eux ont réussi à mettre en place ces nouvelles missions. Et donc justement, on veut rendre ces missions accessibles et comprises par l'ensemble des cabinets dès maintenant. Alors pour terminer, comment DEX se positionne dans cette transformation numérique à l'approche de la facture électronique ? La fameuse. Alors, c'est très simple, on va commencer, puis on le fait déjà depuis un certain temps, par leur faire gagner du temps en automatisant la saisie de leurs factures. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'accompagnement des cabinets vers l'avenir. Et donc pour ça, on va mettre à disposition de nos cabinets 2 responsables de compte. Un responsable de compte qui sera directement en contact avec l'expert comptable dans le but de l'aider à bâtir sa stratégie et transmettre cette fameuse vision, préparer l'émission de demain. Et un autre responsable de compte qui, lui, sera là plus pour aider sur la partie opérationnelle, donc il sera en contact direct avec les collaborateurs. Et lui, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que la vision de l'expert comptable soit comprise à la fois par les collaborateurs, mais aussi par les clients. Donc en fait, finalement, Dext, on est bien plus qu'un logiciel de pré-comptabilité. En fait, on est le partenaire des cabinets pour demain. On va conclure là-dessus. Merci Marie Azam d'être passée sur le plateau de la matinale. Avec plaisir. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale. Femmes entrepreneurs, pourquoi sont-elles si peu nombreuses à se lancer ? On en parle tout de suite avec mon invitée, Laetitia Declercq, cofondatrice du cabinet de conseil en stratégie orale Witscom. Laetitia, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. Quels sont les chiffres en matière d'entrepreneuriat féminin ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, pour parler de l'entrepreneuriat, évidemment qu'on peut parler des femmes, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'entreprendre, c'est difficile pour les hommes et pour les femmes. Tout ça, c'est très mixte. Simplement, on peut effectivement parler des faits. En France, encore l'an dernier, il n'y a eu que 32% d'entrepreneurs qui étaient des femmes. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une marge de progression qui est intéressante et qu'il y a plein de talent caché derrière beaucoup de femmes, qu'elles soient déjà en poste, qu'elles soient chez elles, qu'elles soient mariées ou pas. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont des très beaux projets et qui ont du mal à les porter. Et nous, on est justement là pour les aider à se révéler. Alors, comment lever justement ces difficultés rencontrées par les femmes ? Alors, ces femmes, pour la plupart, on le sait, elles ont des problèmes de timidité, de manque de confiance en elles, ou même de fonds financiers, voilà, pour se lancer dans leur projet. Mais surtout, il y a une chose, c'est qu'il y en a peu d'entre elles qui se forment à la communication, à la présentation de leur projet. Et comment vous voulez, Arnaud, quand vous avez un super projet, que vous le portez dans votre cœur, vous êtes persuadé que ça va pouvoir améliorer considérablement la vie de certaines personnes ou le bien-être même des gens en général. Et si vous l'incarnez pas complètement, si vous n'avez pas à transmettre justement ces valeurs, comment vous voulez qu'on vous suive, que votre banquier vous suive, que votre mari, que vos amis vous vraiment soient embarqués avec vous. Et pour ça, nous, on a la solution, c'est qu'on a un cabinet expert en stratégie orale avec un training center et justement des salles de formation chez nous. Et on accueille tous les jours des hommes, des femmes, des dirigeants, des dirigeantes, des entrepreneurs, entrepreneuses et futurs entrepreneurs et futures entrepreneuses qui viennent pour qu'on les aide vraiment à faire mieux passer leur message. Quel type de formation concrètement ? Alors, on en a plusieurs, mais on en a surtout une qui s'appelle Orality. C'est un parcours qui dure 20 heures, dans lequel on rassemble 4 dirigeants et dirigeantes d'entreprises différentes, donc qui ne se connaissent pas,
et ils viennent travailler avec 8 de nos experts, donc des journalistes comme vous, Arnaud, des experts en stratégie orale, des experts en gestion du trac, en gestion des émotions. Et on a créé une méthode qui s'appelle Sport et qui est une méthode imparable pour vous rendre comme un vrai ambassadeur. Donc, première chose, formation. Autre solution? D'autres solutions, il y en a beaucoup, mais celle-là, c'est quand même la première parce que Arnaud, une fois que vous savez mieux communiquer, tout vous suit. Une femme qui dit « oui, mais moi j'ai peur de perdre l'équilibre que j'ai mis en place avec mon mari, avec mes enfants », ou quelqu'un qui est célibataire, qui justement est peut-être plus jeune ou moins jeune, je sais pas, et qui veut se lancer dedans en disant « mais je vais fragiliser tout ce que j'essaie de construire », et bien si vraiment vous incarnez votre message, si vous êtes sûr de votre projet, tout le monde va vous suivre et ça sera vraiment un cercle vertueux magnifique. Alors peut-être des petits conseils pour encourager les femmes qui voudraient se lancer et qui osent pas se jeter dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Alors déjà, concrètement, les femmes, quand vous venez présenter votre projet à quelqu'un, que ce soit un jury ou un futur collaborateur, il y a des choses toutes simples. Souriez. Ayez les 2 pieds ancrés dans le sol. Ne parlez pas comme vous le faites à l'écrit. Parce que pour beaucoup, et je pense que vous en connaissez encore plus que moi, Arnaud, on a souvent tendance, surtout en France, à parler de la même façon que ce qu'on écrit. On n'a pas l'habitude de la communication orale. Non, exactement. Vous avez tout à fait raison. Et voilà, et c'est là où ça pêche. On peut pas s'exprimer de la même façon sur LinkedIn, dans un mail, devant un journaliste, devant 50 personnes, devant une assemblée encore plus large. Donc, adapter son discours. Tout à fait. Exactement. Et en plus, on voit dans les chiffres qu'il y a à peu près 82% de femmes qui sont dans la vie active, qui pensent à l'entrepreneuriat. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est bien pour celles qui cherchent justement à rentrer dans la vie active. Mais nous, ce qu'on voit chez Wiscom, on accueille énormément de femmes qui sont DRH, DG même, qui ont des postes à haute responsabilité. Et elles aussi, de temps en temps, il leur manque cette petite chose en plus qui leur permet d'entreprendre dans leur groupe. On peut avoir l'impression que c'est que pour celles qui sont pas salariées, mais pas du tout. Vous prenez une femme qui est dans un grand groupe du CAC 40, qui est depuis 10 ans, mais qui a quand même un projet en tête pour son groupe. Et bien pour moi, elle a la même problématique que quelqu'un qui n'est pas salarié. Et encore une fois, la solution, c'est de se former. C'est d'adopter les codes de l'oral, de l'oralité, et d'avoir un message clair, impactant. On va terminer là-dessus. Merci donc pour ces conseils éclairants. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale sur Décideur TV.